Sécure, épisode spécial Cyber Echo. Je suis avec Cédric. Comment vas-tu? Bonjour, ça va super bien, merci et toi? Très bien aussi. Tu viens présenter un retour d'expérience de le développement d'une plateforme qui utilise le AI pour de vrai. Donc, je vais te laisser l'expliquer un peu parce qu'on est en train d'en parler un peu en pre-show, puis finalement, c'est bien plus intéressant que tu le partages tout ça pour ne pas te répéter deux fois. Là. Oui, en fait, cette idée de conférence, ça m'est venu tout simplement parce que aujourd'hui, on parle énormément d'AI, mais on a assez peu de retours d'expérience au final concret de builders qui ont fait des choix, qui ont fait des erreurs ou qui ont eu des succès. Et puis, je crois que ça a beaucoup de valeur et puis j'encourage ça énormément. D'ailleurs, j'aime beaucoup écouter les gens qui peuvent me parler de retours d'expérience concrets. Donc là, en l'occurrence, pour cette conférence, c'est moi qui vais partager ce qu'on a mis en place. On a effectivement initié un nouveau service pour aider les entreprises à automatiser des workflows de cybersécurité. Puis derrière ce service, ça a été l'occasion de faire des études sur quelles technologies sont adéquates. Quelles sont les bonnes idées, des mauvaises idées, là, des fausses bonnes idées. Là. Et puis, voilà, c'est tout simplement un partage d'expérience, retour d'expérience, et puis quelques leçons apprises qui, je pense, peuvent, j'espère, aider un plus grand nombre. Et justement, cette plateforme-là, elle sert à quoi? C'est quoi la fonction que vous avez faite quand vous avez construit votre plateforme? Moi, ma motivation première, c'est quand je discute avec mes clients, avec différentes entreprises, il y a un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est qu'aujourd'hui, face à la montée en puissance des attaques, puis je le démontre d'ailleurs durant ma conférence, c'est pas juste un mot trendy et puis de la publicité. Non, effectivement, ça augmente la quantité d'attaques. Les moyens sont limités. Les moyens humains, notamment, sont très limités. Aujourd'hui, je constate que la solution de rajouter des outils, malheureusement, même si c'est parfois justifié, vient quelque part à jouer un effet inverse, de noyer encore plus les équipes, de diminuer encore plus cette capacité humaine en bout de chaîne. Donc mon point était comment aider nos clients à retrouver de la capacité et puis à remettre des analystes dans un poste d'analyste. C'est-à-dire, un analyste, c'est le mot même, signifie que tu es supposé faire des analyses, pas faire des clics séquencés dans une console en suivant un playbook ou en suivant une feuille de tâches. Ça n'a aucune valeur vraiment ajoutée. Il n'y a pas d'esprit critique ou quoi que ce soit. Tu exécutes, tu appliques des recettes. Donc, comment faire ça? En fait, tout simplement en automatisant un certain nombre de processus de sécurité, des processus que l'on connaît, qui ne sont pas forcément liés tout le temps au SOC. On parle tout le temps du SOC, mais en réalité, il y en a plein d'activités en dehors du SOC, dans une équipe de sécurité opérationnelle. Par exemple, le triage des courriels reportés comme de l'hameçonnage par nos utilisateurs. Bien souvent, on a des Terra Nova, on a différentes solutions là, qui nous permettent à nos utilisateurs de signaler un courriel suspicieux qui est passé au travers. Tous ces courriels suspicieux, ils finissent immanquablement dans une boîte cyber partagée avec des analyses qui vont faire ce qu'on connaît, faire de la validation des IOC, etc., qui vont lire le courriel et puis qui au final vont juger si c'est malicieux ou pas, ils vont prendre des actions conséquentes derrière. Ça, c'est le genre de processus, courriel après courriel, quand on additionne l'effort, ça représente des heures et des heures. Oui, puis comme tu le mentionnais, ça a très peu de valeur que l'analyste fasse ce genre de travail-là, puisque c'est répétitif, c'est comme courir dans la roue du hamster là, de façon continue, et parce que le flot de courriels malicieux est infini. Exact. Et on a, dans le fond, face à une infinité de problèmes qui n'ont pas tant de valeur que ça à mettre un humain pour le régler. Là. Exactement. Moi, mon rêve un peu, là, c'est que l'analyste, il se contente de recevoir de la donnée et de juger si c'est pertinent ou pas et de décider. Il prend pas des actions dans les consoles. Ça n'a aucun intérêt. Je crois sincèrement qu'on s'en va vers une disparition des interfaces graphiques à moyen terme.
ou du moins vers une grande diminution de leur intérêt. Et puis, on va vraiment solliciter l'analyste pour un esprit critique. Et c'est ça la vraie valeur, je pense, de l'humain aujourd'hui dans nos processus, c'est l'esprit critique. Euh, et pour ça, donc, ce qu'il faut, c'est remplacer toutes ces opérations manuelles, c'est de les automatiser. Donc, avec des workflows AI, c'est-à-dire, et c'est là où je reviens sur justement mon partage d'expérience, la mise en place de workflows automatisés qui prennent en charge toutes ces opérations très manuelles et puis qui vont au final présenter un rapport consolidé, une interprétation et proposer des actions et prendre les actions si l'analyste le décide. C'est bien de faire ça. On a vu, puis justement, ce matin même, au moment où on enregistre, il y a eu des désastres associés à de l'automatisation comme ça. Comment c'est possible d'arriver dans un contexte cyber, de faire de l'automatisation avec du AI, et où ce AI-là se place dans l'automatisation, justement, qu'on n'arrive pas dans un contexte où les bases de données de prod, comme l'événement ce matin, ou Ouais. comme AWS il y a quelques semaines, où le AI a décidé de refactorer en production un environnement au complet parce que ça lui tentait de le faire ça à ce moment-là. Comment, dans un contexte plus déterministe, on est capable de d'œuvrer ça? Ouais, alors ça ça c'est justement un des retours d'expérience que je partage. Euh, la réalité, c'est que on est un peu soumis à la pression en ce moment marketing de l'AI où on nous parle de projets un petit peu gigantesques où on remplace des pans entiers, des analystes entiers par des équipes entières pardon par un agent. Euh, Moi, comme tu l'as dit, le mot-clé, là, c'est le déterminisme. Et puis, l'AI, par sa nature même, ne sera jamais déterministe. On va au maximum, chercher à augmenter au maximum la fiabilité d'un agent AI, mais on ne pourra jamais le garantir complètement. Donc, face à ce constat, justement, un des retours d'expérience qu'on a eu, c'est OK, peut-être que simplement, il faut utiliser l'AI là où elle est vraiment utile et continuer à s'appuyer sur des bases plus solides, plus déterministes, donc du pro-code ou du code, low-code, avec des plateformes d'automatisation. Donc ça, c'est l'approche que nous avons pris, de croire en la valeur d'une plateforme d'automatisation. Ça, c'est pas nouveau. La plateforme d'automatisation, je veux dire, ça existe depuis de nombreuses années. Et puis en cyber, on connaît bien ça parce qu'on a notamment des sorts, mais malheureusement, ces sorts, ils restent cantonnés à l'univers du SOC. Et on ne les a pas vraiment sortis de cet univers-là. Or, aujourd'hui, justement, c'est ça l'avantage avec les AI, c'est que si on mêle les deux technologies, c'est-à-dire vraiment des technologies d'automatisation robustes, sécuritaires, et l'utilisation d'agents AI très ponctuels à des endroits clés dans ces flots, là, on a la valeur maximale. Là, on a à la fois la capacité d'interagir de manière intelligente avec des utilisateurs, par exemple, et aussi la garantie que la prise d'action est réalisée par des scripts où si on dit de bloquer le port 80, c'est le port 80 qui va être bloqué, puis c'est pas étoile point étoile. Quoi. Je veux dire, c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est important en cyber, évidemment, parce que ça aussi, c'est une de nos convictions fortes. On ne pourra pas imposer l'un des agents AI à des équipes cyber si ces équipes n'ont pas la certitude de la fiabilité. Je veux dire, les équipes cyber s'appuieront pas sur des processus qui ne sont pas fiables à 100%. Ça ne marchera pas. Oui, puis c'est intéressant parce que il y avait 2 ou 3 ans, David Gérard de Tramaco est venu présenter justement l'adoption de ça. Puis il disait, étonnamment, en cybersécurité, on a vraiment zéro tolérance à toute déviation. Et eux, qu'est-ce qu'ils avaient constaté à ces moments-là, quand ils avaient commencé à déployer, dès qu'un analyste voyait qu'il y avait une déviation, donc une hallucination ou un élément incorrect, c'était un abandon systématique de l'usage complet de l'intelligence artificielle qui est faite là. Ouais, et puis là, et là, c'est bien dommage parce que effectivement, c'est des abandons de projets complets et puis le rejet d'une technologie qui, lorsqu'elle est bien employée dans des endroits bien précis, apporte beaucoup de valeur. Mais effectivement, faut pas y aller. Le mode YOLO de Claude n'est clairement pas recommandé. Et puis, c'est une démarche qui est très structurée, qui nécessite beaucoup d'ingénierie. Et on en parle assez peu. Ça, justement, c'est dommage parce que
on est un peu trop, on a un peu trop de paillettes dans les yeux et de vidéos YouTube qui nous démontrent des choses incroyables, automagiques. La réalité, c'est quand vous déployez des workflows AI ou des agents, des workflows agentic dans tous les cas, dans un contexte de production, ça nécessite beaucoup d'ingénierie. C'est beaucoup de travail. Oui, après, quand ça peut faire gagner énormément de temps dans l'exécution, mais la préparation, là, c'est du boulot, là, quand même. Oui, puis c'est ça, un peu comme dans votre processus, il y a comme le retour d'expérience sur là, tu parlais un peu plus du centre, mais justement, l'ingénierie qui a précédé la réflexion qu'il a faite, comment ça s'est matérialisé de votre côté, justement, pour faire le premier bloc et puis, dans le fond, le tester pour de vrai, puis ensuite de faire les ajustements. Comment ça s'est. Comment vous avez fait ça? Vous avez passé beaucoup de temps, beaucoup de Ouais. réflexion, beaucoup d'expérimentation? Bah, déjà, bah, c'est là où justement on a plusieurs constats, plusieurs retours d'expérience, effectivement. Euh, je pense que un des premiers conseils que je donne là, c'est de ne surtout pas confier un projet d'ingénierie AI juste à des ingénieurs AI. Euh, Parce que ça marche pas dans le sens où, euh, en tout cas dans mon contexte là de workflow pour la cybersécurité, ça prend des spécialistes de domaine. Quand vous faites un workflow, par exemple, pour lutter contre l'hameçonnage, dans M365, l'exemple que je vous partageais, bah, ça vous prend un spécialiste M365 avec vous dans l'équipe. Parce que les API M365, c'est pas si simple. C'est documenté, mais c'est pas si simple. Et puis, vous avez besoin d'une vraie expertise du domaine pour comprendre quel est le meilleur chemin, quelle est la meilleure façon de travailler avec cette technologie. Euh, donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment une équipe hybride. Une équipe hybride, c'est-à-dire un binôme, tout simplement, là, pour déployer un workflow. Vous avez à la fois un ingénieur AI, donc quelqu'un qui connaît très très bien la stack, la plateforme d'automatisation, qui connaît très très bien les manières d'invoquer le LLM de la façon la plus optimale possible, même d'un point de vue token, d'un point de vue coût également, mais également d'un point de vue guardrails, etc. Euh, et puis, un spécialiste de contenu là, qui va du domaine, qui va être capable de choisir le meilleur flow, de choisir les meilleures options, et puis aussi de décider comment travailler avec les outils tiers, avec les outils consommés dans ce flow. Ça, c'est vraiment important. Et dans cet élément-là, dans cette phase-là de préparation, parce que tu l'as clairement mentionné que le AI n'est pas l'entièreté du flow, du processus, c'est vraiment il est mis à des endroits spécifiques. Donc, incidemment, c'est le spécialiste de domaine qui va être capable, conjointement avec le spécialiste AI, de déterminer les endroits et de justement ne pas se laisser, tu parles de paillettes dans les yeux, justement de ne pas se laisser aveugler par la magie du AI, mais de vraiment de faire ça. C'est comment ce processus se matérialise pour justement qu'on arrive à l'équilibre pour arriver à quelque chose qui soit déterministe, mais de plus haute efficacité. Bah, la réalité, hein, c'est que toujours sur ce même exemple d'hameçonnage, c'est 90% dans ce genre de flow, on a ce qu'on appelle des nodes. 90% des nodes sont purement déterministes, classiques, et peut-être 10% sont liés à des nodes AI, d'agents AI. Donc il y a très peu d'agents AI. Par contre, c'est vraiment au bon endroit, et puis ça permet de débloquer. En fait, ça permet de finaliser le processus de bout en bout. Au lieu de devoir faire plusieurs petits bouts de script indépendants, là, ça permet de mettre de la colle dans tout ça. Et puis, évidemment, ben, les agents AI, on les utilise pas, mais en tout cas, je recommande pas forcément les utiliser pour prendre des actions dans les consoles quand un simple script le fait très bien, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez parfaitement demander à n'importe quel agent de créer un skill sur l'interface Checkpoint. Et puis, donc, vous pouvez demander à un agent de bloquer tel port ou de bloquer telle attaque dans votre WAF via un agent, ou vous pouvez tout simplement faire un script qui fait exactement la même chose, et puis qui par contre sera déterministe. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt d'utiliser un agent AI pour le faire. Aucun, en production. Un, à cause du risque. Deux, à cause du coût. Vous allez consommer des tokens pour faire quelque chose, même avec un skill, vous allez quand même en consommer, pour faire quelque chose qui est très, très, très déterministe par nature, qui n'a, je veux dire, vous n'apportez pas de créativité là, avec un appel curl dans une API REST sur une documentation bien claire. Je veux dire, on fait ça depuis 30 ans. Là.
Donc, continuons à faire ce qu'on sait faire correctement. Et puis, utilisons les AI juste au moment des interactions, au moment de l'analyse du courriel pour déterminer le sentiment d'urgence. Toutes ces petites opérations là qui nous font perdre du temps, qui nous imposent d'avoir un analyste pour aller consulter justement, aller récupérer de l'information dans un virus total de ce monde ou URL scan, etc. Tout ça, c'est ce genre de choses qui se font très bien avec éventuellement soit des appels, encore une fois, manuels, soit éventuellement parfois avec un agent AI. Et prendre des actions en console, là, je me prendrais une petite gêne quand même. Ouais, ben, il y en a beaucoup qui, ça leur a coûté très cher de le faire comme ça, en termes soit en coût ou en perte d'éléments de production. Puis c'est cette ligne-là entre ce qui est automatisable de façon classique et automatisable de façon AI, elle est tracée par les analystes qui planchent sur le projet. Oui, oui, exactement. Après, il y a aussi, on va pas se le cacher, il y a aussi un niveau d'acceptation du risque qui est différent en fonction de nos clients. On a des clients qui suivent nos recommandations et puis qui vont garder ce qu'on appelle le fameux human in the loop avant la continuité du workflow, avant la prise d'action. Même si c'est fait de manière déterministe, ils veulent s'assurer que le diagnostic qui a été posé par l'AI pour le coup est correct. Donc, c'est souvent une petite alerte dans Teams avec un petit bouton approve ou reject. Donc, c'est très, très rapide, très simple. Mais ça prend toujours cette approbation manuelle. Puis, il y a des clients qui vont avoir une tolérance au risque plus élevée qui, suite à justement à une preuve de concept avec les premiers retours d'expérience, estiment que le processus est mature et accepte le risque. Et à ce moment-là, c'est pleinement automatisé. C'est pleinement automatisé, mais encore une fois, avec un niveau de confiance qui, je pense, est beaucoup plus élevé que automatisé grâce uniquement à un agent qui fait sa magie. C'est automatisé avec des actions déterministes, donc on diminue le risque, mais on ne le supprime pas, c'est certain. Sur la durée, parce que ça fait prendre plus que 2 semaines que vous avez déployé, donc la capacité de partager l'expérience, comment ces clients-là vivent avec ces éléments-là? Est-ce que leur perception du risque a changé ou leur tolérance du risque a changé avec le temps ou ils restent sur leur position et comment ils vivent avec justement cet ajout-là dans leur infrastructure? Alors pour l'instant, non, ils restent sur leur position parce que je pense que c'est un aspect assez culturel et puis qui met du temps à évoluer, là, qui est profond. Par contre, ils veulent rajouter d'autres processus. par, contre, par contre, ils veulent rajouter d'autres processus, ils veulent faire évoluer le workflow. C'est d'ailleurs aussi un des retours d'expérience. Euh, c'est important de déterminer des objectifs qui sont clairs pour dès l'instant où vous commencez ce type d'automatisation avec les AI. Parce que quand vous commencez à voir les résultats, c'est un vrai retour d'expérience. Quand vous commencez à voir les résultats, c'est tellement impressionnant que là, on veut rajouter d'autres étapes supplémentaires. Tu sais, on se dit, bah ouais, mais on a modélisé notre processus actuel, mais en réalité, maintenant qu'on l'a automatisé, notre processus, bah, on pourrait l'améliorer, quoi. Et là, c'est aussi c'est très fondamental. Là, c'est une réalité, c'est qu'on a des processus en place qui sont faits, oui, selon les bonnes pratiques, mais qui sont faits aussi selon nos capacités. Puis il y a des choses qu'on ne fait pas parce on ne veut pas le faire, parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Donc là, quand vous commencez à implanter une preuve de concept avec un workflow AI, là, la magie un peu s'opère. Hein. J'aime pas ce terme, mais là, pour le coup, c'est un peu ça. Là. Donc là, tu sais, quand on regarde ça, on fait oh, mince, attends, on pourrait rajouter ci, bah là, attends, je vais faire ça, et puis et, et c'est correct, et c'est bien. Et je pense que c'est aussi justement un des retours très positifs de l'automatisation, c'est que là, pour le coup, l'analyste, encore une fois, on revient à ça, bah, il se met en mode d'analyser, tu sais, et puis en mode amélioration, en mode critique. Puis là, on commence à faire évoluer nos processus. Et donc, nos processus doivent évoluer constamment parce que les attaquants évoluent constamment. Donc, il faut qu'on ait cette même vélocité. Donc, c'est parfait de vouloir enrichir vos workflows. Le problème, c'est qu'il faut quand même stabiliser des versions. Parce qu'avec ces workflows viennent un aspect observabilité, viennent un aspect évaluation de sa performance. Et pour ça, bah, ça prend des versions qui sont déterminées. À un moment donné, on a telle version, la version 2,
et puis elle est supposée effectuer telle action, telle action, telle action. On a tout un jeu de sets de tests qu'on roule en permanence et on s'assure que ça reste sur la track. Et puis ensuite, ben, on travaille déjà sur la V3 en parallèle, et puis ensuite la V4, etc. On continue, mais il faut avoir des versions qui soient campées, parce que sinon c'est un travail qui ne termine jamais. Ça, c'est normal. Encore une fois, qu'on évolue en permanence, c'est normal, mais on doit avoir des livraisons qui soient claires. Oui, puis je le comprends très bien. Puis les avantages que ça a, fait qu'incidemment, il y a beaucoup de KPI aussi qui est associé à la performance de ces Exact. processus-là que vous pouvez maintenant avoir, parce que quand le processus était plus ou moins humain, c'est difficile d'avoir des KPI qui permettent d'optimiser, mais là, ces KPI sont comme une boucle de rétroaction continue avec la version actuelle et les améliorations qui peuvent arriver dans les versions subséquentes qui sont programmées, là. Ben, c'est exactement ça. D'ailleurs, l'observabilité est aussi un point important, là, justement. Euh, c'est compliqué, effectivement, d'avoir des KPI avec des processus très, très humains, très manuels. Mais là, c'est parfait. Là, dès l'instant où on a automatisé, tout est possible. Et par contre, un de nos retours d'expérience, c'est que les plateformes low-code, no-code, que ce soit des plateformes d'automatisation ou des plateformes plus agentic native, la Copilot Studio, en termes de reporting, d'analytics, c'est souvent assez pauvre. Vous avez toujours des capacités, mais honnêtement, on est très, on estime que c'est insuffisant. Donc, nous, on a opté pour une autre voie qui est d'exporter les logs, tout simplement parce que, bah, en fait, on fournit également des services autour des SIEM de nos clients. Bah, c'est parfait. Là, on exporte les logs des agents dans le SIEM, on crée des tableaux de bord, et on peut même ensuite pouvoir créer des cas d'usage éventuellement associés à la surveillance des agents. Donc, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Puis oui, vous avez donc des KPI qui peuvent apparaître comme ça dans vos tableaux de bord de vos SIEM. C'est le fun. C'est pas mal de fun. Oui, ben ça permet, ça justifie l'investissement qui a été fait parce que c'est pas gratuit de basculer d'un à l'autre, mais en même temps de démontrer puis de la libération du temps des analystes, c'est fantastique pour avoir grindé dans un SOC, c'est assez pénible d'être là, mais d'être suralimenté, puis c'est un bel exemple d'augmentation de la capacité des humains, là. Oui, et puis j'aime bien le point des KPI parce que on le sait, ce qu'on ne peut pas évaluer, on ne peut pas l'évoluer. Et ça, je veux dire, sans KPI, tu pourras jamais faire évoluer correctement ton service, sans une vision claire, des métriques claires. Là. Qu'est-ce qui marche pas. Donc c'est la première étape, là, je pense. Et encore une fois, ça nous permet de remettre nos analystes dans le siège, d'analyser les choses, et de critiquer, de faire évoluer des processus. Moi, je suis très excité par cette opportunité. Et puis je reprends notamment dans le contexte actuel, là, justement, où on voit trop, puis tout le monde, hein, fournisseurs de services inclus, on voit trop d'équipes cyber débordées, essayer de garder le rythme avec toutes les innovations là en ce moment qui déboulent de partout. Et puis j'ai repris dans ma conférence un mot que j'ai lu là, dans un papier du CSA, qui était lié à Mythos, là, que j'ai beaucoup aimé, là, qui est que ne pas faire évoluer nos processus de cybersécurité aujourd'hui consiste à préparer ces équipes cyber au burn-out. Et je trouve ça mais tellement pertinent. C'est clair. Si on se contente de monter les attentes face à nos équipes cyber, mais sans repenser les fondamentaux, la façon de travailler, ça marchera pas. C'est pas en rajoutant des bébelles qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est effectivement le constat que Mythos nous place, c'est-à-dire qu'en 2026, il va falloir qu'on révise notre façon de faire, qu'on change nos paradigmes. C'est très intéressant de la façon que tu le présentes, puisqu'on n'est pas dans genre le AI va tout faire pour nous. Le AI va venir nous améliorer à des points critiques justement pour décharger les analystes et éviter qu'ils prennent feu parce qu'effectivement, puis c'est déjà largement commencé. Là, sur le alert fatigue est comme vraiment très, très présent et dans ce cas-ci, on est dans un contexte d'amélioration qui est significatif là, de ce que vous faites là. Ouais, bah c'est exactement ce qu'on cherche à apporter là. Je pense que je crois vraiment que c'est une tendance qui va s'imposer de plus en plus. Nous, en tout cas, on a vu les premiers retours, les premiers feedbacks clients sont dithyrambiques.
J'adore ce mot. Sont très positifs. Donc en fait, je vois pas pourquoi ça pourrait pas être adopté de façon plus large. Je pense qu'il y a un appétit de la part des équipes cyber. Il y a un appétit aussi de la part des décideurs qui vont obtenir plus de métriques, plus de visibilité. Et puis, il faut qu'on s'adapte. De toute façon, là, pour faire face, Mythos, c'est juste une évolution, là. C'est pas une révolution, là. Dans 6 mois, on va avoir un Mythos 2 qui va être 2 fois plus puissant, là. Donc, faut se préparer, là. Faut faire de quoi. Excellent. Mais dans ce que tu as partagé, puis justement, juste pour ne pas en échapper, toutes tes expériences clients, tes retours, tu les as toutes partagées ou tu en as d'autres que tu as gardées dans ta manche puis que tu n'as pas encore partagé? Alors non, tout ce qui est partageable est partagé. C'est parfait, mais je te remercie énormément justement de ce partage-là, d'avoir justement permis de voir qu'il y a des possibilités beaucoup plus sereines que d'avoir des open plats qui vont tout détruire dans un avenir proche. Ouais, non, effectivement. Après, moi, je suis sûr que ma conférence est très axée sur l'automatisation et puis des processus complets, donc remplacer des processus manuels par des processus automatisés. C'est certain qu'il y a effectivement tout l'aspect agent personnel qui est PAI, là, qui est en ce moment très à la mode, qui est intéressant aussi d'un point de vue cyber là, pour renforcer les équipiers en cyber, qu'ils aient un petit assistant personnel qui puisse les aider dans leurs tâches, dans leur day-to-day quotidien. Mais ça, je l'aborde pas. C'est encore un autre enjeu. C'est d'autres risques aussi associés là, très importants. Donc, effectivement, mais ça sera sans doute je pense en 2026, on va beaucoup en parler également de ces fameux agents personnels. Excellent, merci beaucoup. Merci.